Notre retour sur l'actu, nous recevons Gérald Olivier, journaliste franco-américain, spécialiste des questions américaines, également chercheur associé à l'IPSE. Bonjour Gérald Olivier et merci d'être des nôtres pour cette spéciale Bonjour. élection américaine. Merci de nous apporter votre savoir, vos éclairages. Écoutez, c'était une nuit historique, c'est une victoire historique pour Donald Trump. C'est un renversement de situation quasiment sans précédent. Et c'est une victoire qui est en train de prendre des proportions, je dirais, inattendues. Il y a une semaine, j'ai fait sur mon blog un article pour présenter l'élection et j'ai parlé, comme le faisaient beaucoup d'observateurs républicains et autres, de ce qu'ils appelaient une victoire à la fois étroite et écrasante. C'est-à-dire ce paradoxe ou cet oxymore, étroite parce que l'écart entre Kamala Harris et Donald Trump, pris notamment à l'intérieur des États clés, hein, les fameux États pivots, les swing Mhm. states qui ont fait la différence, cet écart n'est pas très important. Il est de 2 à 3 points, pas beaucoup plus. Par contre, tous les swing states, les 7 swing states en l'occurrence, vont sans doute aller dans l'escarcelle de Donald Trump. Là, il en a déjà suffisamment pour être garanti de la victoire. Il est au-delà du seuil des 270 grands électeurs, il en a 277, mais je pense que quand le décompte sera terminé, il en aura 312 et elle 226. Donc elle est à son plancher et lui, il est à son plafond. Mhm. Et c'est en cela où cette victoire, elle est, je dirais, écrasante parce qu'il l'a battu sur toute la ligne. Non seulement il est élu président donc pour un deuxième mandat non consécutif, c'est arrivé une seule fois précédemment dans l'histoire américaine, mais les républicains remportent le Sénat et ils vont avoir une majorité entre 2 et 5 sièges parce que toutes les courses, toutes les élections ne sont pas encore décidées. On est encore en train de compter les bulletins et dans pas mal de cas, l'écart est serré. Donc, le républicain est en tête systématiquement, mais il n'a pas encore été considéré comme élu. Et puis, pour la Chambre des représentants, on ne sait pas non plus parce qu'il reste trop d'affrontements qui sont toujours indécis. Mais la victoire principale, ça reste celle de Donald Trump. C'est un comeback politique sans précédent parce que si vous vous souvenez des conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir il y a presque 4 ans, si vous vous souvenez de la journée du 6 janvier et de tout ce qui a été écrit sur cette journée, 6 janvier 2021, si vous vous souvenez des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet, Mhm. des amendes, des menaces de mise en prison, Euh, si vous vous souvenez des 2 tentatives d'assassinat contre lui, bah vous réalisez que ce personnage, rien ne le fait tomber, il se relève toujours et là, il a retrouvé son électorat mhm. et ce qu'il a réussi est rien moins qu'extraordinaire. Mais justement, j'aimerais revenir avec vous sur ces procédures judiciaires, puisque paraît-il qu'une décision de condamnation ou non est en délibéré actuellement et qu'elle pourrait tomber courant novembre. Alors, est-ce que ça pourrait impérer son élection? Alors non, non, vraisemblablement pas. Et je ne pense pas que ça plairait beaucoup à ses électeurs que l'on aille lui chercher misère de cette façon-là. Il faudrait vérifier les textes. Constitutionnellement, il est président élect. Donc, il n'est que président élu, il n'est pas encore président, mais je Mhm. pense il bénéficie déjà d'une totale immunité, parce qu'un président ne peut pas être poursuivi en justice pendant son mandat. Je ne pense pas que cette menace puisse sérieusement être mise à exécution. Et si le procureur cherchait à la mettre à exécution, je pense qu'il se heurterait à pas mal d'opposition de la part même de ses propres constituants et autres. Mhm. Donc, j'y crois pas trop. Par contre, imaginez que Donald Trump ait perdu cette nuit, hier soir. Mhm. Là, il aurait eu aucune défense et c'était un petit peu l'idée. Donc, lui, d'une certaine façon, jouait très gros. Il jouait cette dernière carte et il l'a gagnée magistralement et il va rentrer dans l'histoire par tout en haut, par la très grande porte, alors qu'il aurait pu en sortir par une toute petite porte et avoir un avenir beaucoup plus Sombre. Mhm. misérable que ce qu'il va connaître. Mhm. D'autant qu'il avait contre lui la quasi-intégralité des médias, Bien peut-être sûr, Fox News le soutenait un petit oui, peu, bien sûr. et certains médias indépendants, mais le reste quand on suivait ça depuis notre petite Europe, depuis notre vieille Europe, c'était tout à fait consternant en termes de partialité. Mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il y a 2 perdants. Il y a Kamala Harris
Elle est perdante, c'était la candidate, elle n'a pas fait une très bonne campagne et elle avait un bilan qu'elle partageait avec Joe Biden, qui manifestement n'a pas convaincu les électeurs. Mais vous avez un deuxième très très gros perdant, ce sont les médias institutionnels. Ce sont tous les médias, les grandes chaînes de télévision, les grands quotidiens, les grands magazines qui ont tous fait corps, qui ont tous fait corps contre Trump, systématiquement en instrumentalisant des paroles qu'il a parfois excessives et que personnellement je n'irais pas approuver, et en ignorant la réalité de son message, le côté Cochrane de son message, et en refusant de voir pourquoi il y avait encore des gens qui l'écoutaient. Et puis, avant même cela, tous ces médias, ils ont été coupables d'avoir caché, masqué aux électeurs américains la réalité de l'état de santé de Joe Ah Biden. oui, oui, ça Et c'est... ça, il le paye aussi, parce que sans la complicité des médias, Joe Biden n'aurait pas poussé sa candidature jusqu'à la mi-juillet 2024. Longtemps avant, on aurait dû lui dire qu'il n'avait pas la capacité à le faire, mais on pensait qu'il tiendrait le coup, et on pensait surtout qu'il serait capable de battre Trump, parce que c'était toujours la même chose. Hein. Depuis que Donald Trump s'est présenté à la présidentielle en 2015, Mhm, l'idée a toujours été de le battre. Ça a raté avec Hillary Clinton. Ça a réussi en 2020 dans des circonstances très particulières. mhm. Et donc là, en 2024, les démocrates et les médias espéraient que Joe Biden serait capable de rééditer le coup de 2020. Et c'est pour ça qu'ils sont restés avec lui jusqu'au dernier moment. Et c'est quand ils ont compris qu'ils allaient dans le mur que là, ils ont trouvé un stratagème pour le pousser à se retirer et que Kamala Harris a émergé. Mais le stratagème, à l'arrivée, n'a pas fonctionné parce qu'ils sont perdants. Et Mhm. les médias ont été complices de tout cela et ce n'est pas très honorable de leur part. Donc ils sont les deuxièmes grands perdants du scrutin. D'accord, bien sûr, effectivement. Et en fait, quand on regarde bien la situation, on peut se demander quelle est la véritable stratégie du Parti démocrate? Parce que finalement, on voit une bonne partie de leur base leur échapper. Tout le monde dit partout que les États-Unis sont désormais un pays coupé en deux, où les deux camps se regardent en chien de faïence. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque quand on discute avec des républicains, quand on discute, enfin, on peut voir que les républicains acceptent de discuter avec les démocrates qui sont de bonne foi, mais que L'inverse est moins vrai. l'inverse n'est pas vrai. Et que Absolument. finalement, Mais cette radicalité ça du Parti démocrate, absolument. c'est le fameux go woke, go broke, en fait, finalement. Oui, mais absolument. Et puis, vous avez ce sentiment systématique. Hein, la gauche, excusez-moi de dire, on a une gauche en France, hein, Mhm, la gauche est naturellement sectaire. La gauche n'aime pas les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. La gauche n'aime pas que les gens ne voient pas les choses de la même façon qu'eux. Et donc, plutôt que de discuter, d'essayer de vous convaincre, ils vous mettent hors jeu et vous considèrent comme hors débat démocratique. Ça, c'est vrai en France. C'est également tout à fait vrai aux États-Unis. Il se passe deux choses en vérité. Et cela a commencé avec Kamala Harris. Ça, pour moi, ça a commencé véritablement avec Barack Obama en 2008. Mais vous avez une forme de révolution culturelle vécue en Amérique à travers le wokisme, entre autres, d'accord. Et vous avez une prise de contrôle du Parti démocrate par son aile gauche. Prise de contrôle qui a été illustrée à la fois par la montée de Bernie Sanders, mhm, qui lui a toujours été très à gauche, mais qui pendant longtemps n'appartenait même pas au Parti démocrate. mhm, Il se disait socialiste, alors qu'il y a très peu de socialistes aux États-Unis, mais il se plaçait lui-même à la gauche du Parti démocrate. Il a intégré le Parti démocrate, il l'a tiré vers la gauche. Et en même temps qu'il le tirait vers la gauche, vous aviez un Barack Obama qui, lui, se présentait comme un centriste, mais qui avait des politiques qui étaient beaucoup plus ancrées à gauche, qui est véritablement l'idéologie dans laquelle lui-même a grandi, a évolué, mhm, et où il se trouve avec son épouse Michelle Obama. Et donc on a eu cette dérive du parti qui l'a coupé en deux, qui l'a coupé également d'une de ses bases, parce qu'en même temps que cette dérive s'est produite, eh bien, on a vu la petite classe moyenne blanche, la classe ouvrière, perdre d'abord son tissu industriel, donc perdre sa source de revenus, et puis cette petite classe moyenne blanche rurale devenir de plus en plus marginalisée sur le plan culturel, mhm. au point de ne plus se reconnaître ni dans le pays, ni même d'être reconnue en dehors des petites zones qu'elles occupent et d'être totalement ignorées par le Parti démocrate. Ce sont d'ailleurs ces populations-là qui ont servi de tremplin à la montée en politique de Donald Trump. Mhm. Donald Trump a été le premier à identifier ce sentiment, il a identifié leur ressentiment vis-à-vis de certaines élites qui les avaient abandonnés, et lui les a repris à sa charge. Il a dit, moi je m'intéresse à vous, moi je vous écoute, moi je vais résoudre vos problèmes.
À la place de ça, le Parti démocrate de Barack Obama, de Joe Biden, de Hillary Clinton, eux, critiquaient ces gens. Mmh. Obama disait d'eux, ils sont accrochés à leur fusil, à leur religion. Hillary Clinton les a traités de paniers de déplorables. Mmh. Et une semaine avant le scrutin, le président Biden a dit ces gens-là, ce sont des ordures. Il a dit, à Garbage, propos oui. d'une Mmh. blague qui n'aurait jamais dû être au passage, mais il a quand même qualifié les supporters de Donald Trump, donc 75 millions d'électeurs la nuit dernière, d'ordures. Et il y a au-delà des supporters des gens qui ne votent pas mais qui partagent ses idées. Donc ce propos du président Biden illustrait l'arrogance et le mépris du Parti démocrate pour ces gens-là. Et aujourd'hui, le Parti démocrate, ben, il se retrouve à payer cette isolation qu'il a lui-même mis en place. Et je pense qu'il y aura une sorte de réexamen du parti, des valeurs du parti, de ce pourquoi ils se battent. Et puis, ils verront laquelle des deux tendances, je dirais, l'emportera, la plus centriste ou la plus extrémiste. Mais actuellement, le Parti démocrate, il est dirigé par ses extrêmes, Mmh. par ses éléments les plus radicaux, par ses minorités ethniques, ses minorités sexuelles et identitaires, par cette élite culturelle qui est elle-même souvent liée à des minorités sexuelles et identitaires, qui l'a totalement sorti de sa mission. Mmh. Et si vous n'appartenez pas à ces élites, il est impossible de vous reconnaître dans ce parti. Et les seuls autres Américains qui s'y reconnaissent sont tous ceux qui en dépendent grâce aux différentes allocations Mmh. que le gouvernement géré par des démocrates leur donne. Donc vous vous trouvez aujourd'hui avec un parti du sous-prolétariat urbain et de cette élite urbaine elle-même. Donc le sous-prolétariat, il est noir, il est latino, et puis l'élite urbaine, elle est plutôt blanche, elle est passée par les grandes universités, mais c'est un monde qui vit en vase clos, c'est un monde qui se parle à lui-même et qui a totalement perdu le contact avec la véritable Amérique, l'Amérique profonde, l'Amérique rurale, l'Amérique des villes de province. Mmh. L'Amérique des villes de province, elle s'est rappelée à la réalité au cours de la nuit passée. Bah oui, absolument. Et effectivement, on a même vu les Amish sortir de leur village pour se rendre dans les bulletins de vote, sortir de leur isolement volontaire. C'était quand même assez extraordinaire. C'est une première d'ailleurs, je crois. Oh, je pense pas, non, non, ils aiment bien voter. Il faudrait, on prête pas souvent attention à eux. Après, je peux me tromper, hein, mais les Amish n'ont pas interdiction religieuse de se mêler à la vie politique du pays. Au contraire, il faudrait voir dans quel état c'était, parce qu'il y a des Amish de l'Ohio, il y a des Amish de Pennsylvanie, et Euh, donc ils n'ont pas forcément tout à fait le même comportement. Mais je crois que j'ai déjà assisté par le passé mhm. à des Amish qui venaient voter dans leurs costumes traditionnels, etc. Là, je crois que c'était en Pennsylvanie. Pennsylvanie, oui, Mm. oui. Bah, la Pennsylvanie, ça valait la peine de faire l'effort de voter. Après, je ne sais pas pour qui ils ont voté, mais ça valait la peine de faire l'effort parce que c'était un État où finalement tout s'est joué. Et l'autre bonne nouvelle, hein, très bonne nouvelle, moi-même j'en ai été surpris, c'est qu'on a eu les résultats ce matin. Mhm. C'est-à-dire à 1h du matin, heure des États-Unis, 1h30 à peu près, Donald Trump a passé le cap des 270. C'est Fox News c'est la première chaîne à avoir annoncé sa victoire. Et il était 7h30 du matin en France, donc 1h30 heure de New York, 1h30 du matin. Et ça, c'est une heure normale pour la conclusion d'une campagne électorale. Mhm. Ce qui est dommage, c'est que Kamala Harris ait renoncé à faire une déclaration, alors qu'elle aurait pu, parce qu'à partir du moment où le cap des 270 grands électeurs a été passé par son adversaire, elle a perdu et elle ne peut plus gagner. Et les écarts dans les États qu'elle a perdus, les fameux swing states, est suffisamment important pour ne Mhm. pas justifier de recompte automatique. Donc il n'y D'accord. aura pas de recours, Mhm. l'élection est terminée, c'est bien Trump qui a été élu, et il aurait été souhaitable que Kamala Harris fasse une déclaration. Peut-être qu'elle viendra plus tard. Donald Trump lui a fait un très joli discours où il a remercié son entourage, sa famille, félicité son vice-président et promis un nouvel âge d'or pour l'Amérique. Donc au moins, c'est un joli programme, on verra comment ça se passe. Oui, d'autant que, ben, vraisemblablement, il aura le Congrès derrière lui, et donc il aura, contrairement à son premier mandat, toutes les clés en main pour nettoyer les écuries d'Augias avec Kennedy Jr., avec Oui, Tulsa Gabbard, avec Elon Musk, qui absolument. l'accompagneront. Voilà, c'est son équipe de campagne, son équipe resserrée de Et campagne, Vance, vous et avez Vance aussi, cité pardon. Oui. les bons personnages.
Vous pouvez rajouter cet homme d'affaires d'origine indienne qui s'appelle Vivek Ramaswamy. Ah oui, oui, oui. Mais ils vont constituer en effet le noyau de son administration. Puis, alors n'oublions pas, on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr, Mhm. mais en 8 ans par rapport à 2016, en 2016, quand Donald Trump a été élu, quand il a gagné la première fois, il ne s'attendait pas à gagner, il n'avait pas du tout prévu d'avoir à constituer un cabinet. Depuis, il a mis la main sur le Parti républicain et il a derrière lui des gens qui sont beaucoup plus rodés à la politique Mhm. et à la politique politicienne qui savent gérer Washington. Donc, je m'attends personnellement à une administration beaucoup plus efficace, beaucoup moins chaotique. Et puis, si en effet, non seulement le Sénat est acquis, mais si en plus ils reprennent la Chambre, et c'était bien parti, hein, parce que là, pour l'instant, ils ont gagné 4 sièges. D'accord. Les démocrates en ont perdu 4, Mhm. et ils avaient déjà une petite majorité. Donc, si les choses vont dans ce sens-là, ils devraient remporter la Chambre des représentants. Et dans ce cas-là, bah, il est beaucoup plus facile de faire voter des lois. Hein, ça tombe sous le sens. Amen. Merci infiniment, Gérald Olivier. Je rappelle à nos Avec auditeurs que vous plaisir. êtes journaliste franco-américain, spécialiste des questions américaines et que vous êtes également chercheur associé à l'IPSE, l'Institut de PSE, prospective et de sécurité en Europe. en Europe. Merci à vous et à très bientôt au micro du RC Mag de Radio Courtoisie. Chers auditeurs, restez bien avec nous dans quelques instants. Le libre journal de la résistance française, à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.